à notre intervenant Alexandre Wang. Et puis bonne année, hein, pour qu'on commence, donc autant espérer dans l'atmosphère morbide qui a été celle de la fin de l'année, que cette année se révélera un petit peu plus propice à des échanges humains qui soient matérialisés au lieu d'être dématérialisés. Voilà, c'est tout ce que l'on pourra dire à ce niveau-là. Donc aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir Alexandre Wang, qui est un jeune docteur, puisqu'il a soutenu sa thèse le 16 novembre. Hein, donc tout ce dont il va nous parler vient de sa thèse. C'est tout frais dans son esprit. Hein. La thèse, en fait, porte sur le thème qui est en fait le thème de votre intervention aujourd'hui, hein, la diplomatie chinoise et les instituts Confucius. Et je voulais signaler aussi que, en fait, j'avais pensé à vous parce que vous aviez publié un papier avec Mylène Hardy sur la diplomatie chinoise à l'ère du numérique. Et vous aviez pris une certaine distance par rapport au phénomène qui m'avait intéressé. Et donc, j'ai pris contact avec vous à cette occasion-là. Et donc, aujourd'hui, je suis heureux de vous recevoir et je vais vous passer la parole. Hein, on va vous écouter pendant 45 minutes maximum et après ça, eh bien, on vous posera des questions. Alors, si on n'est pas plus nombreux, on peut éventuellement avoir des échanges oraux, hein, ou plus exactement audio pour prendre la terminologie du logiciel. Sinon, on peut faire des échanges à travers le chat. Voilà, je vois qu'on est déjà branché et donc je vais m'effacer pour libérer la... OK. Je vais couper ça. OK. Vous pouvez bien voir le slide. Voilà, voilà. Oui, il n'y a pas de problème pour moi, je pense que... Oui, c'est bien, on le voit. OK. Oui, Catherine. Oui, tu as coupé, merci. Alors, chers collègues, bonjour. C'est un très grand plaisir d'avoir été invité par Monsieur Béraud pour aujourd'hui cette petite conférence en ce qui concerne les présences chinoises en Afrique. Alors, je suis Jean-Alexandre Huang. J'ai le grand honneur aujourd'hui de présenter devant vous ma recherche doctorale sur la présence de la Chine en Afrique, notamment à travers une approche communicationnelle. En fait, ma thèse s'intitule originalement Servir le soft power et la diplomatie publique à la chinoise. En fait, elle porte sur une analyse communicationnelle de l'Institut Confucius de l'Université de Nairobi. Mais pour cet exposé, j'ai refait un titre plus large qui est la diplomatie publique chinoise en Afrique à travers les instituts Confucius. Il s'agit de présenter une bonne partie de mes résultats de recherche doctorale, mais aussi d'ouvrir une discussion plus profonde et une piste de recherche sur ce sujet. Avant de commencer ma présentation, j'ai oublié de me présenter. En fait, je travaille maintenant en tant qu'attaché temporaire d'enseignement de recherche à l'Université Gustave Eiffel en sciences de l'information et de la communication. Mes intérêts de recherche se focalisent sur la diplomatie publique, notamment les stratégies communicationnelles du gouvernement chinois sur Internet, dans les médias sociaux. Le terrain principal de moi, c'est plutôt sur l'Afrique. Voilà. Alors, dans cette présentation aujourd'hui, mon exposé se focalise sur 8 parties qui respectent les canons du genre, en fait. Je vais présenter la genèse du projet de ma recherche, la problématique, le cadrage théorique, la stratégie de recherche de ma thèse, la méthodologie d'enquête et d'analyse, le cadrage historique, c'est très important, et puis les résultats et la perspective de ma recherche. Je vais résumer premièrement mon parcours jusqu'à aujourd'hui. Je suis d'origine chinoise, comme vous pouvez me voir, et j'ai obtenu la naturalisation française en 2019. Avant de commencer mes études en France, j'ai étudié et travaillé en Chine. J'étais journaliste à la Radio nationale de Chine pendant 3 ans.
Cette expérience m'a permis de maîtriser les méthodes d'enquête journalistique, de savoir travailler sur différentes sources, de connaître de l'intérieur les rouages du système médiatique en Chine. J'ai également acquis des connaissances pointues sur le régime politique chinois, notamment sur le régime de la censure, sur les mécanismes d'autocensure et les pratiques de propagande. Mes articles journalistiques critiquaient les inégalités sociales régionales chinoises, ce qui m'a posé des problèmes relationnels et de carrière à l'époque. Le contexte de travail en Chine n'était pas conforme à mes attentes, qui plus est mon parcours me pousse à voyager et découvrir des nouvelles cultures. J'ai donc choisi de quitter mon travail à la Radio nationale de Chine pour venir étudier en France après avoir appris le français en 2012. Mon compte de Weibo, un peu équivalent au Twitter chinois, a alors été fortement censuré et surveillé. Cette expérience m'a poussé d'abord à travailler sur la gouvernance numérique chinoise dans une approche critique dans le cadre de mon mémoire de Master 2 en intelligence économique à l'Université Paris-Est Marne-la-Vallée. Et puis à l'époque, j'ai travaillé avec Séverine Arsène. En fait, pendant mon enquête ethnographique de mon mémoire, j'avais alors remarqué que Pékin avait commencé à cyniser le terme de diplomatie publique et que les gouvernants chinois l'utilisaient largement. En 2015, j'ai observé que grâce à l'organisation à Johannesburg du sommet du Forum sur la coopération sino-africaine, le FOCAC, Pékin augmentait ses investissements dans les pays africains, notamment dans le secteur médiatique et dans les activités paradiplomatiques menées par les instituts Confucius. Ce phénomène et mon expérience singulière des pratiques de propagande chinoise m'ont permis de cerner rapidement les questionnements de ma recherche de thèse qui ont été le point de départ de ma recherche et de ma vie de chercheur. Tout d'abord, pour faire un état de l'art de ma recherche doctorale, j'ai lu pour comprendre le statut particulier du continent africain dans la politique étrangère chinoise, et puis pour explorer l'histoire des relations sino-africaines. Ces lectures et divers échanges avec des spécialistes m'ont permis de bien contextualiser ma recherche. Ensuite, j'en suis venu à la question du rôle paradiplomatique spécifique de l'Institut Confucius dans le cadre de la diplomatie publique chinoise vers l'Afrique. L'ensemble de ces derniers exercices de questionnement m'ont permis enfin de formuler ma problématique de thèse, à avoir comment l'Institut Confucius mobilise divers instruments communicationnels pour participer à la diplomatie publique chinoise et déployer le soft power de la Chine sur le continent africain. Pour répondre à cette problématique, à partir de mon observation du terrain à Nairobi, à Pékin et à Shanghai, j'ai proposé 3 hypothèses qui guident cette recherche doctorale. Ces 3 hypothèses se focalisent sur 3 différents niveaux de l'Institut Confucius. Nous visions non seulement à analyser les activités paradiplomatiques et culturelles au sein d'un Institut Confucius local, mais aussi à étudier la coopération interorganisationnelle au sein et autour du réseau des Instituts Confucius tissé par le Ranban, c'est le siège des Instituts Confucius. Enfin, nous visions ainsi à analyser les discours politiques institutionnels liés à la stratégie de légitimation de l'inauguration des Instituts Confucius en Afrique. L'objectif de ma recherche doctorale est de mieux comprendre le contexte de la Chine, de la présence chinoise en Afrique et la signification politique des expressions rhétoriques mobilisées par les dirigeants chinois pour décrire la Chine-Afrique comme communauté de destin
où la Chine et l'Afrique travaillent main dans la main pour atteindre nos rêves. C'est comme la capture d'écran de cette image, 中非携手同心筑梦. Voilà. Je vous présente rapidement mon cadre théorique. L'ensemble des termes cités dans cette slide-là et analysé dans ma thèse se concentre en effet sur deux notions clés, celle du soft power et de la diplomatie publique. Le soft power est une typologie de puissance conceptualisée par Joseph Nye. Il a des finalités et une efficacité géopolitique. Il tient à la fois de l'indéniable séduction de la culture d'un État et de la capacité du pays à amener les autres à adopter son point de vue, ses normes et ses objectifs. On parle de diplomatie publique quand un État mobilise de manière stratégique divers instruments communicationnels pour communiquer avec et vers les publics étrangers ordinaires, c'est-à-dire que les citoyens qui en sont pas des élus, des gouvernants, des diplomates. Plus précisément, il s'agit d'activités diplomatiques relevant de la communication stratégique en ce qu'elles visent à influer sur les cadres de pensée de très nombreuses catégories de publics étrangers, comme des référentiels, pour, en fin de compte, que ces publics pèsent sur les processus de décision politique de leur gouvernement. Ce concept de diplomatie publique descend donc du célèbre modèle du two-step flow en anglais. Mon manuscrit intègre un état de l'art et une réflexion théorique sur la diplomatie publique, le soft power et les doctrines du Parti communiste chinois, liées principalement au terme du Waixuan, en fait, la propagande externe. J'ai ainsi montré que la théorisation de la diplomatie publique à la chinoise est fortement influencée par les approches anglo-saxonnes des relations publiques et de la communication stratégique. Cependant, Pékin applique une censure stricte, d'où la grande complexité de la pyramide organisationnelle ou des millefeuilles institutionnels qui participent à la diplomatie publique chinoise, d'où aussi des complexités d'ordre plus conceptuel. Je vous cite juste un exemple très précis. Ce qu'on appelle le Sunshine Public Relations, en anglais, Sunshine Public Relations, ce sont des récits chinois qui doivent exprimer par les plus de voix possibles, mais par des voix qui sont toutes soumises à la censure. Vous imaginez ce que cela représente comme quantité de travail et ce que cela implique comme organisation du travail. À partir de cela, j'ai montré que la Chine met en œuvre une forme hybride de la diplomatie publique. Elle a en effet pris conscience de l'efficacité d'une diplomatie publique qui associe des éléments de propagande et d'autres éléments qui relèvent plus du relationship management, la gestion des relations interpersonnelles. Certes, la diplomatie publique chinoise entend manipuler les publics étrangers, mais elle veut aussi, de manière faussement anodine, raconter des récits chinois populaires et traditionnels. Elle favorise également les interactions quotidiennes entre les Chinois et les étrangers. Elle pousse à tisser des relations interpersonnelles amicales entre les Chinois et les étrangers et des relations de confiance entre des organisations chinoises et des publics étrangers. Ce management relationnel crée les conditions d'un dialogue permanent avec les publics visés et partant, il rend possible un processus d'influence de fond. Tout au long de ma recherche doctorale, j'ai dû utiliser les stratégies d'enquête françaises et chinoises. Je pense de manière très cartésienne et ma posture est critique, mais pour accéder au terrain, j'ai dû employer la méthode chinoise du détour. Selon cette méthode, il faut accepter de faire des détours pour atteindre certains objectifs. Cela suppose d'avancer parfois en zigzag,
Comme vous le voyez sur ces deux images de deux hauts lieux du patrimoine architectural à Paris et à Shanghai. Comparé à la promenade du Louvre, le pont sinueux de Yuan de Shanghai n'est certainement pas l'itinéraire le plus direct et le plus rapide pour les voyageurs, mais ce pont, avec cette forme en zigzag, permet néanmoins aux touristes de mieux profiter du paysage puisqu'ils le voient sous différents angles et depuis différents niveaux. Ma démarche d'enquête dans ma thèse répond partiellement à cette même logique. En effet, j'ai effectué une enquête ethnographique organisationnelle à Nairobi, à Pékin et à Shanghai en 2018 grâce au soutien de mon université et de mon laboratoire. J'ai collecté des données empiriques très riches à travers des entretiens directifs, semi-directifs, des observations quotidiennes et des collectes des documents internes et pédagogiques liés à l'Institut Confucius. D'autre part, j'ai également mené une enquête exploratoire par questionnaire pour les étudiants de l'Institut Confucius de l'Université de Nairobi, dans le but de disposer d'éléments d'évaluation des effets concrets des activités de communication paradiplomatique chinoise sur le terrain. Avant de présenter les résultats, je me permets d'abord de souligner le contexte historique de la construction de ma recherche. En effet, pour étudier un institut Confucius et la communication diplomatique de la Chine en Afrique, dans un premier temps, j'ai adopté une démarche diachronique pour analyser le contexte historico-politique. J'ai décrit le système politique et doctrinal du Parti communiste chinois. J'ai aussi étudié les textes officiels chinois qui théorisent les relations internationales, ainsi que les textes qui participent à la diplomatie et à la propagande. Grosso modo, j'ai distingué dans ma thèse trois périodes clés dans les relations sino-africaines de manière à bien montrer l'évolution institutionnelle et théorique, l'évolution des relations sino-africaines et de la diplomatie publique à la chinoise. La période maoïste représente la fondation des relations contemporaines sino-africaines, qualifiées de frères et sœurs. On observe alors une solidarité anti-impérialiste et de l'aide économique et technique de la Chine en Afrique. La période de la réforme, depuis Deng Xiaoping, témoigne d'un non-temps, premièrement, d'un non-temps de la Chine en Afrique en raison des problèmes endogènes de Pékin. Cette période inclut également les efforts stratégiques de réchauffement des relations sino-africaines après le massacre de Tiananmen. Cette partie explique aussi pourquoi l'Afrique est si importante pour la Chine en termes géopolitiques, géoéconomiques et de communication diplomatique. Je vous montre d'abord un résultat politique intéressant dans le cadre de la présence actuelle de la Chine en Afrique après mon plan d'analyse. Voici mon plan d'analyse en fait de ma thèse en fait. Dans mon analyse, j'essaie de montrer trois niveaux liés à la présence des instituts Confucius en Afrique. Premier niveau, c'est le niveau macro. Ce qu'on a dit, c'est plutôt un niveau institutionnel et politique. C'est-à-dire, je voulais enquêter comment le gouvernement chinois théorise et institutionnalise certains tests dans le cadre de la politique africaine du gouvernement chinois et dans le cadre du FOCAC afin de légitimer les présences et l'établissement et l'inauguration des instituts Confucius dans les pays africains. Le deuxième niveau, en ce qui concerne, est plutôt le niveau méso. Ce qu'on a dit, c'est plutôt un réseau interorganisationnel centré sur l'Institut Confucius. Il s'agit d'étudier les interactions et la gestion, le management des relations partenariales entre l'Institut Confucius et ses parties prenantes chinoises et étrangères.
Et le troisième niveau, ce sont des niveaux micro. C'est plutôt, on essaie de faire une observation plus précise et quotidienne dans un institut Confucius représentatif en Afrique afin de comprendre comment les employés chinois, comment les employés de l'Institut Confucius participent activement à la diplomatie publique chinoise pour influencer les pensées des étudiants africains. Premièrement, je vous montre le macro-niveau, c'est-à-dire le niveau géopolitique et politique et institutionnel. Les relations diplomatiques entre la Chine et l'Afrique se resserrent dès les années 1990, quand le gouvernement chinois reçut un fort soutien politique des pays africains, soutien lui permettant de soustraire aux critiques, aux blocus et aux sanctions de la part de communautés occidentales après le massacre sur la place de Tiananmen. Ce soutien politique des pays africains réactive et redynamise également les connexions politiques et économiques entre Pékin et ses anciens pays frères et sœurs socialistes et anticolonialistes. La politique politico-économique de Zhou Chuqu, sortir du territoire, lancée par le gouvernement chinois en 1999, permet aux entreprises chinoises, qu'elles soient grandes, moyennes et petites, privées ou publiques, d'accumuler les expériences internationales à travers l'investissement et des coopérations internationales menées par le gouvernement central de Pékin. Cette politique a renforcé enfin l'expansion géopolitique et économique de la Chine sur le continent africain. En 2000, le gouvernement chinois et ses contreparties africaines fondent le Forum sur la coopération sino-africaine, ce qu'on a dit le FOCAC. Selon le gouvernement chinois, ce forum est établi entre la Chine et l'Afrique pour continuer à renforcer leur coopération économique et commerciale. Et le FOCAC permet de mettre en place des mécanismes de dialogue et de coopération à divers niveaux, tels que des conférences ministérielles, des réunions des hauts fonctionnaires et des conférences d'entrepreneurs. La rhétorique politique du gouvernement chinois dans le plaidoyer officiel vise à promouvoir ce projet géopolitiquement ambitieux en faisant référence à des valeurs amicales et gagnant-gagnant. La performance économique et commerciale de la mise en dispositif du FOCAC est, selon les chercheurs chinois, exceptionnellement positive. Comme vous pouvez lire sur cette slide, ce sont des informations que j'ai collectées dans les rapports du FOCAC en 2018. À partir de ces très bons résultats, il n'est pas étonnant de trouver les proverbes traditionnels chinois Chunhua Qiushi, Geng Yun Shouhuo, dans un communiqué de presse publié par l'agence de presse Xinhua lors de son interprétation politique du discours de Xi Jinping à la cérémonie du FOCAC en 2018. Cette expression est largement diffusée par les médias chinois qui se composent de 4 éléments. Les fleurs s'épanouissent au printemps, Chunhua, tandis que la maturité des fruits aura lieu à l'automne, Qiushi. Plus les gens labourent, Gongyun, plus ils gagnent, Shouhuo. Alors, les métaphores naturalistes paraissent de manière très courante en fait dans le langage politique chinois. Elles sont communément utilisées pour illustrer de manière à la fois implicite et frappante en référence à des symboles culturels très profondément enracinés. Plus précisément, ces 2 proverbes expriment tous les 2 des informations clés similaires. Les fleurs s'épanouissent au printemps et plus les gens labourent représentent un processus et un processus ou des situations de travail, tandis que la maturité des fruits aura lieu à l'automne et plus ils gagnent, évoque le résultat de ce travail. D'une part,
Ces expressions qui sont utilisées de manière répétitive créent un effet d'accumulation pour exprimer les résultats et les accomplissements exceptionnels et historiques après 20 ans de présence chinoise en Afrique dans le cadre du FOCAC. D'autre part, elle convoque ici une longue histoire idéalisée d'aide économique et technique de la Chine en Afrique depuis l'ère maoïste. Elles sont utilisées ou usitées pour, rappeler les relations de frères et sœurs entre le gouvernement chinois et les gouvernements africains, les entreprises sino-africaines et les citoyens issus des deux parties. Elle implique de surcroît un développement et une prospérité qui pourraient finalement être accomplis dans le cadre de la coopération gagnant-gagnant entre la Chine et l'Afrique. Et les relations diplomatiques sino-africaines représentent pour le gouvernement chinois le lien diplomatique essentiel entre politique étrangère et géopolitique. Elle représente aussi le modèle à la chinoise de la coopération internationale, ce qu'on peut conceptualiser ou qualifier de consensus de Pékin. Dans un tel contexte macro-géopolitico-économique, la Chine conceptualise et promeut l'Institut Confucius comme une preuve et aboutissement de son mode de coopération avec l'Afrique depuis les années 2000. Ce modèle de la coopération sino-africaine est fondé sur les lignes non idéologiques, les valeurs harmonieuses et la confiance mutuelle pour lutter contre l'ingérence des pays occidentaux et leur insistance sur la conditionnalité des aides et des prêts. De ce fait, l'Institut Confucius vise à créer subtilement une alliance plutôt qu'un réseau de partenaires à travers des moyens attrayants, c'est-à-dire les éléments culturels, les exemples de la modernisation économique chinoise pour consolider petit à petit le pouvoir de persuasion de la Chine dans les affaires internationales et promouvoir progressivement un nouvel ordre international et géopolitique à la chinoise. Selon ma recherche doctorale, le macro-niveau de la diplomatie publique chinoise en Afrique au travers de l'Institut Confucius se réfère au niveau institutionnel ou au niveau de politique étrangère chinoise, notamment de la politique africaine de Pékin. L'inauguration des Instituts Confucius en Afrique s'inscrit en effet dans la continuité et dans la prolongation de l'aide économique et technique de la Chine en Afrique, projet géopolitique initié par Mao Zedong dans les années 50. Selon les chercheurs chinois, la fondation du FOCAC expose un nouveau chapitre des relations éducatives sino-africaines issues des années 50. Malgré le manque de précision concernant la manière dont les gouvernements sino-africains collaborent dans le domaine éducatif, la déclaration issue de la fondation du FOCAC constitue néanmoins une base législative qui a garanti la politique africaine chinoise et qui a fourni un cadrage collaboratif et diplomatique pour la construction ultérieure des instituts Confucius en Afrique. Comme j'ai déjà cité certains passages des textes, ces deux règles institutionnelles citées ici sont enfin permis la création du premier Institut Confucius de la Chine en Afrique à l'Université de Nairobi au Kenya en 2005. C'est aussi mon terrain de recherche. En outre, le modèle de l'assistance éducative et les appuis politiques et institutionnels favorisant le développement de l'Institut Confucius en Afrique sont marqués dans ces deux derniers documents publiés en 2011 et en 2015. À partir de ces deux règles institutionnelles, nous pouvons confirmer que l'établissement des Instituts Confucius
fait partie de la politique étrangère chinoise, notamment celle destinée aux pays africains. Pour les chercheurs chinois, l'Institut Confucius est une fenêtre par laquelle la Chine peut établir partenaires éducatifs et promouvoir ses revendications sur les avantages du régime socialiste et des investissements chinois en Afrique, ainsi que renforcer les fondements de l'opinion publique africaine à l'égard de la présence chinoise en Afrique. À la fin de 2018, le statut diplomatique de l'Institut Confucius est de nouveau promu par le Parti communiste chinois dans la politique africaine de Pékin. Il s'agit de propager, d'exposer et de valoriser la nouvelle rhétorique chinoise concernant la communauté de destin entre Chine et Afrique dans les sociétés africaines. Alors, qu'est-ce que c'est l'Institut Confucius? Après avoir présenté le macro-niveau, c'est-à-dire le niveau institutionnel de la fondation et de l'inauguration des Instituts Confucius, je me permets de vous présenter l'organisation Institut Confucius. L'Institut Confucius est actuellement décrit par les discours officiels de Pékin comme une plateforme d'échange interculturel globaux entre les Chinois et les étrangers. Il est la marque de l'ensemble des centres culturels chinois fondés dans le monde. En général, l'Institut Confucius a deux labels différents. On utilise le nom Institut Confucius pour nommer les centres culturels chinois souvent établis dans les universités étrangères et on utilise classe Confucius pour nommer les laboratoires de langue créés par Pékin dans les écoles primaires et secondaires étrangères. Jusqu'au jour de ma soutenance, c'est-à-dire le 16 novembre 2020, il existe 61 centres culturels nommés Institut Confucius et 44 laboratoires de langue nommés classe Institut Confucius dans 46 pays africains. Et dans ma recherche, j'ai pu clarifier la structure organisationnelle de l'Institut Confucius comme illustre de ce schéma. À travers une analyse des discours institutionnels chinois sur la création et la gestion de l'Institut Confucius, j'ai pu montrer que le statut d'organisme non lucratif de l'Institut Confucius était juste un slogan. Regardons ensemble de ce schéma. Il illustre le centralisme dans la gestion de l'Institut Confucius. Idée léniniste développée par Mao Zedong, ce modèle de gestion nommé en Chine centralisme démocratique se compose de deux parties. Si on applique pour analyser l'organigramme de l'Institut Confucius, le centralisme se réfère généralement à la décision et à la surveillance centralisée par le PCC. L'adjectif démocratique signifie qu'il existe une sorte de collaboration interorganisationnelle sous la direction du parti ou dans le même parti. L'Institut Confucius appartient bel et bien à l'État chinois et cette institution soi-disant non gouvernementale, non étatique ou non lucrative est en effet financée et soutenue par plusieurs institutions gouvernementales chinoises. Ces activités sont donc insufflées et contrôlées par Pékin. L'analyse du mésoniveau va vous montrer une forme coopérative intermestique, c'est-à-dire domestique et internationale, dominée par le Renban. Le Renban, je rappelle, c'est le siège de l'Institut Confucius. En fait, dans mon analyse du mésoniveau du réseau de l'Institut Confucius, j'ai remarqué que la création d'un Institut Confucius repose sur la logique de co-entreprise basée sur la coopération entre le Renban, une université publique chinoise et une université étrangère.
En pratique, les universités publiques chinoises sont beaucoup moins nombreuses que les universités étrangères dans le monde entier. De ce fait, lors de la construction des instituts Confucius, une université publique chinoise coopère communément avec plusieurs universités étrangères de différents pays afin d'ouvrir et de faire fonctionner les instituts Confucius sur différents territoires. Ce phénomène fournit un nouveau réseau coopératif interorganisationnel pour les parties prenantes universitaires variées dans le cadre de la coopération sino-étrangère. Par exemple, mon terrain est l'Institut Confucius de l'Université de Nairobi. C'est le premier l'Institut Confucius créé par le gouvernement chinois sur le continent africain. Il est créé par la coopération entre l'Université normale de Tianjin, le Ramban et l'Université de Nairobi dans le cadre du programme éducatif du plan d'action d'Addis Abeba de 2003. Même s'il y a plusieurs collaborateurs dans le réseau interorganisationnel de l'Institut Confucius, on voit toujours que le Ramban joue un rôle décisionnel sur l'ensemble des activités de l'Institut Confucius dans son bon fonctionnement. Si nous prenons l'exemple de l'Institut Confucius de l'Université de Nairobi, nous le plaçons au centre du réseau de coopération locale. Nous pouvons trouver un système de coopération locale en réseau. D'après mes enquêtes de terrain, l'Institut Confucius de l'Université de Nairobi constitue le cœur de son propre réseau local de collaboration. Ce réseau d'acteurs sert non seulement de connexion entre les organisations chinoises locales et les organisations kényennes, mais participe aussi de manière active et proactive à l'intégration et à la coordination des différentes ressources locales dans ces activités organisées. Dans ce cadre, l'Institut Confucius n'est plus seulement un centre culturel chinois, mais également un relais de communication, voire une agence de relations publiques qui harmonise les différentes coopérations locales entre la Chine et le Kenya. Je vous montre un exemple précis. À Nairobi, l'Institut Confucius de l'Université de Nairobi organise chaque année le salon de recrutement pour les étudiants kenyans. Il vise à montrer ses efforts dans la création d'opportunités d'emploi pour les jeunes kenyans diplômés. Cet événement, en fait, se tient régulièrement au campus central de l'Université de Nairobi. Pour les employés de l'Université d'Institut Confucius, en fait, ce salon de recrutement est un moyen essentiel du soft power chinois et de mettre en scène l'attractivité chinoise au Kenya. Le salon de l'emploi est organisé sous l'égide de l'Institut Confucius de l'Université de Nairobi et en coopération avec l'ambassade de la Chine au Kenya, l'Association économique et commerciale Kenya-Chine et la Chambre générale de commerce chinoise au Kenya. La plupart des entreprises locales financées par le gouvernement chinois vont inviter à participer au salon de recrutement et de créer des postes pour les jeunes Kenyans. Selon les enseignants de l'Institut Confucius, plus de 1000 postes sont offerts par au moins 50 entreprises sino-kenyennes lors du salon de recrutement annuel et ils ont reçu au moins 2000 CV pendant la campagne de 2017 et 2018. Et puis, on trouve dans le communiqué de presse de l'ambassade de Chine au Kenya, le gouvernement chinois définit cet événement de l'Institut Confucius comme un accomplissement des responsabilités sociétales de la Chine au Kenya. Et dans cette activité professionnelle, en fait, les hommes politiques et les élites locales du Kenya expriment également leur soutien et leur avis favorable à l'accomplissement du gouvernement chinois.
Voilà, c'est le mésoniveau en fait. Grosso modo, le mésoniveau, c'est un institut Confucius qui essaie d'harmoniser l'ensemble de ses réseaux, de ses partenaires, ainsi que leurs ressources afin de organiser des activités culturelles et parapédagogiques dans le pays d'accueil afin de renforcer l'influence de la Chine. Et puis, c'est le micro-niveau. Je le considère, c'est comme une communication quotidienne dans la classe. Ce micro-niveau que j'ai constaté, en fait, ce sont des activités les plus riches et les plus quotidiennes au sein de l'Institut Confucius parce qu'en fait, il se réfère aux activités quotidiennes pédagogiques menées par les employés de l'Institut Confucius dans la classe, en fait. En fait, je trouvais que, c'est très intéressant dans ce petit niveau parce qu'en fait, à l'Institut Confucius de l'université de Nairobi, ils recrutent à la fois des enseignants chinois, d'origine chinoise. Ils recrutent aussi des maîtres de conférences kenyans, qui ont été, diplômés en Chine. Donc du coup, à travers leurs activités quotidiennes, en fait, le gouvernement chinois ou la direction de l'Institut Confucius leur pousse à faire le storytelling quotidien, les récits, la narration des récits quotidiennes, en fait, devant les étudiants africains, afin de montrer l'avancement technologique et économique de la Chine en Afrique. Dans cette slide-là, cette activité est très, très, très riche, donc du coup, je ne précise pas, mais je cite juste un entretien avec une maître de conférence kenyenne à l'Institut Confucius. En fait, quand j'ai enquêté avec elle, j'étais vraiment étonnée parce qu'en fait, elle m'a dit, selon elle, le gouvernement chinois ne fait jamais les activités liées au néocolonialisme, en fait, au colonialisme au Kenya, mais le gouvernement chinois vise à aider l'ensemble des Kenyans de sortir de leur dilemme économique et puis le gouvernement chinois aide les jeunes Kenyans de mieux comprendre les nouvelles technologies et de mieux construire leur famille, etc. Je trouve ça, c'est vraiment intéressant. S'il y aura d'autres occasions, je vais préciser dans une autre conférence. Mais grosso modo, au niveau micro, en fait, les employés de l'Institut Confucius sont recrutés et enrôlés par le gouvernement chinois afin de raconter des histoires chinoises devant les étudiants dans les activités pédagogiques, euh, voilà, dans la classe. Je poursuis en résumant que j'ai analysé 3 niveaux de diplomatie publique au sein et autour de l'Institut Confucius dans une perspective communicationnelle dans ma thèse. J'ai ainsi confirmé que le gouvernement chinois visait à construire à travers les instituts Confucius un réseau global d'influence internationale. Cette stratégie vise à légitimer la politique expansionniste chinoise en Afrique par le développement d'un réseau d'organisations au service de la diplomatie publique. Ce réseau inclut 3 niveaux et l'imprécation de ces 3 niveaux a motivé le forgeage d'un nouveau concept, celui de communication hyper-stratégique. Ce concept s'inspire de l'expression hyperpuissance utilisée par les théoriciens des relations internationales. Cette communication peut être qualifiée d'hyperstratégique parce que les interactions et les dynamiques au sein et autour de ce réseau sont vraiment sophistiquées et tournées vers un même objectif sous-jacent de défense des intérêts chinois. Le niveau micro. Le niveau micro, en fait, je vais vous montrer flèche. Le niveau, pardon. Alors, le niveau micro, c'est ici. Le niveau micro, en fait, se réfère au niveau de la vie quotidienne d'un institut Confucius.
Il se réfère à l'ensemble des interactions interpersonnelles au sein de l'Institut Confucius de Nairobi. Les enseignants chinois sont supposés être capables de s'engager dans des relations amicales avec les publics locaux. Ils sont considérés comme des porte-paroles quotidiennes du storytelling officiel. Les activités parapédagogiques et les loisirs partagés sont conceptualisés en tant qu'outils de communication stratégique qui doivent permettre d'approfondir la confiance mutuelle, de persuader et d'influencer les publics visés de façon discrète et naturelle. Le niveau méso de la communication dite hyperstratégique s'avère ici. En fait, le niveau méso, suppose que ce dernier tisse et s'insère dans de multiples réseaux de coopération. Le niveau méso des relations d'un institut Confucius concerne la gestion de ces relations partenariales et ses nombreuses coopérations avec des organisations chinoises ou locales. L'Institut Confucius utilise les ressources de ses partenaires pour mettre en œuvre des actions de communication et à l'inverse, ces partenaires peuvent également peser sur les activités menées par l'Institut Confucius. Les projets communs et les services mutuels rendus favorisent le resserrement des liens. De même, les relations verticales entre chaque institut et le Hanban et les interactions horizontales entre l'Institut Confucius et ses partenaires locaux sont extrêmement intenses, ce qui contribue à valoriser ces instituts Confucius en tant qu'instituts culturels ouverts et novateurs. Enfin, l'ensemble des relations au micro-niveau et au méso-niveau mobilisées et promues par l'Institut Confucius et ses employés en Afrique découlent et sont cohérentes avec la politique étrangère traditionnelle du gouvernement chinois. La nouvelle rhétorique du gouvernement de Pékin sur les relations sino-africaines met l'accent sur un réseau que les politiciens et les chercheurs chinois appellent le réseau institutionnel. Cette appellation vient rappeler au public chinois et africain le soutien du gouvernement chinois aux gouvernants africains issus des conflits anticolonialistes et anti-impérialistes dits non alignés. De ce fait, Pékin instrumentalise les instituts Confucius fondés partout dans le monde et qui travaillent dans un réseau dense d'interdépendance et de coopération. Ce réseau d'interdépendance et les interactions nombreuses entre les personnes qui participent aux activités des instituts Confucius favorisent la diffusion de messages et le développement des relations humaines affectives. Dans une perspective constructiviste, le réseau social caractérisé par des liens interpersonnels affectifs permet d'accroître la capacité de partage d'informations, de coopérer les uns avec les autres et de mener des actions collectives. J'en arrive à la fin de cette présentation et j'aimerais bien souligner 4 perspectives de ma recherche, de la continuité de ma recherche doctorale dans la lignée de la diplomatie publique chinoise menée par et à travers un institut Confucius basé au Kenya. Dans un futur proche, je voudrais faire une étude comparative entre l'Institut Confucius et d'autres centres culturels comme l'Alliance française, l'Instituto Cervantes, afin de comprendre comment les centres culturels de différents pays mènent des activités de diplomatie publique sur le continent africain et puis d'identifier leurs stratégies dans ce qu'elles ont de commun et de spécifique. Et puis, j'ai bien évidemment commencé à travailler depuis décembre 2019 sur la manière dont l'Institut Confucius conceptualise et médiatise les politiques étrangères et les plaidoyers paradiplomatiques prononcés par Pékin pendant la pandémie de la COVID-19 devant les publics africains. Et puis, je suis impatient de partager et d'échanger les résultats de cette recherche avec vous dans un très proche avenir. Je vous remercie pour votre attention.
Ça y est, je me rebranche. Oui, attendez, il faut maintenant que j'arrive à remettre le... Vous m'entendez là maintenant? Oui, Oui, c'est très bien. Bien. Je vais aussi tenter de me remettre en... Ah, je n'ai plus accès. Comment ça se fait? Ah, voilà. OK. Bien, écoutez, je vous remercie pour cet exposé qui est une très, très grande richesse et qui, dirons-nous, il y a une chose, vous m'avez apporté directement une explication que je n'attendais pas là. Et oui. entre autres, je dirais, c'est pourquoi la Chine, tout d'un coup, s'est intéressée de nouveau à l'Afrique. Et vous nous avez dit que la crise de 1989 avait effectivement amené la Chine à chercher des partenaires, des soutiens ailleurs que ce que pouvaient apporter les pays occidentaux, alors que la Chine, au moment de la réforme, c'est vers les pays occidentaux développés qu'elle s'était tournée pour trouver un soutien. Et à ce moment-là, elle a retrouvé l'Afrique, et ça explique tout à fait le voyage de 1996 de Jiang Zemin et le lancement dans la foulée, précisément, de cette stratégie de sortie du territoire, même si elle a été énoncée de façon plus générale, mais enfin, a pris en partie ses racines dans ce voyage de 1996 en Afrique. Donc, c'est tout à fait intéressant parce que ça renforce une opinion que j'avais, à savoir que le rôle de l'Afrique est effectivement d'abord bien un rôle politique et non pas le rôle économique que souvent on met en exergue à propos, dirons-nous, de l'exploitation des ressources naturelles. Et ça, c'est vraiment un élément très important de la construction de notre compréhension des relations entre la Chine et l'Afrique que vous apportez par ce biais, parce que c'est vraiment une confirmation du rôle spécifique très particulier. Alors, immédiatement, ça nous montre aussi le fait qu'il y a un décalage évident entre ce que fait la Chine en Afrique et ce que l'Afrique pense que la Chine fait faire ou pourrait faire en Afrique, puisque les uns ont une approche, dirons-nous, politique, Ouais. et utiliseront éventuellement l'économie de façon politique, tandis que les autres ont une approche d'abord économique et utiliseront éventuellement des facteurs politiques pour cette approche économique. Donc il y a une asymétrie, et cette asymétrie, si aujourd'hui ça permet un mariage qui peut fonctionner, ça peut être un mariage boiteux dans l'avenir. Mais en tout cas, c'est tout à fait intéressant de confirmer cette approche d'abord politique. Alors, également, ce qui m'a interpellé indirectement dans votre exposé, c'est, bon, effectivement, c'est normal, puisque ici, on nous parle des relations sino-africaines, c'est de nous demander, par rapport précisément à ce que je viens de dire, c'est si le discours chinois en Asie, dans les instituts Confucius, ou la vision qui est de les instituts Confucius en Asie, est la même que celle que l'on peut avoir en Afrique, où l'on sait où effectivement certes il y a des facteurs politiques, mais le poids économique de l'Asie pour l'économie chinoise est incomparablement supérieur au poids de l'Afrique pour l'économie chinoise. Donc il est évident qu'il devrait être clair que le rôle des instituts Confucius de ce fait pourrait être effectivement différent et le discours pourrait aussi être relativement différent. Alors la comparaison que vous, comme que vous évoquiez tout à l'heure entre les instituts Confucius et les autres institutions, je demande si elle ne devrait pas d'abord être complétée par une comparaison entre les instituts Confucius dans différents pays. Alors, ceci dit, je me pose aussi la question de savoir si il est toujours intéressant par rapport au caractère très spécifique des instituts Confucius, si une comparaison avec l'Alliance française, l'Institut Goethe, l'Institut Pouchkine ou les instituts Cervantes sont réellement pertinentes. En ce sens qu'il y a quand même un élément fondamentalement différent, c'est le lieu d'implantation. À savoir que les instituts Confucius sont installés dans des universités, alors que les autres institutions sont installées hors des universités. Donc ça suppose des stratégies qui sont différentes et dirons-nous, les schémas que vous avez montrés qui sont très explicatifs de la stratégie qui est mise en place, elle ne doit pas pouvoir être reproduite pour l'Alliance française, sauf à ce que je me trompe totalement, hein, ou pour les instituts Pouchkine, Goethe et Cervantes. Donc on n'est peut-être pas tout à fait sur le même plan avec des stratégies et des visions à long terme qui sont
totalement différentes. Et d'ailleurs, ce qui ramène au fait qu'un certain nombre de pays ont, ou alors quand ce ne sont pas les pays, ce sont un certain nombre d'universités, ont demandé aux instituts Confucius de bien vouloir quitter leurs locaux pour ne plus avoir cette alliance. Oui, Euh, et qui a même, et quand certains pays ont toujours refusé la présence des instituts Confucius, comme l'Algérie. Or, l'Algérie fait partie de ces pays africains qui a toujours été considéré comme exemplaire des relations entre la Chine et les pays du tiers-monde et dans la lutte contre de libération et de décolonisation. Donc, de ce point de vue, il semblerait bien que les instituts Confucius puissent aussi être perçus d'une façon assez différente. Et de ce fait, dirons-nous, je ne sais pas si la comparaison pourrait être tenir et mériterait une analyse, une longue analyse. Hein. oui. Mais je pense beaucoup plus que, la comparaison entre ce qui se passe en Afrique et ce qui se passe en Asie, compte tenu des caractéristiques différentes, pourrait être peut-être plus enrichissante. Enfin, c'est une idée que je vous soumets, hein, et je vous passe la parole. Ensuite, je verrai les questions posées par les uns et par les autres, quitte à ou D'accord. éventuellement leur passer directement la parole. Alors, en fait, vous posez des remarques très importantes en fait, pour nous à comprendre le rôle actuel de l'Institut Confucius. C'est aussi pour nous permettre de comprendre, en fait, pour moi, l'Institut Confucius en Afrique, c'est vraiment un instrument ou un composant organique enfin, de, des stratégies de la présence chinoise en Afrique qui s'inscrit vraiment dans la continuité de la politique africaine qui était générée dans les années 50 de Mao Zedong, en fait, de l'aide économique et technique, en fait. Et puis la deuxième vague de réchauffement de la relation, des relations sino-africaines, dans ma recherche, en fait, j'ai trouvé, en fait, 1989, c'est vraiment une période très importante pour le gouvernement chinois parce qu'en fait, avant 1989, en fait, le gouvernement chinois enfin, Deng Xiaoping a déjà décidé de ne pas beaucoup investir en Afrique parce qu'il ne voit pas beaucoup d'intérêt. Mais en fait, après le massacre de Tiananmen, en fait, on a vu il y a plusieurs de critiques internationales qui misent en cause des activités du gouvernement chinois qui traitent sa population. Et puis le gouvernement chinois a essayé de chercher des soutiens politiques, notamment des votes, en fait. Donc, du coup, il a repris ses relations avec des pays africains. Et puis, je me rappelle plus. Donc, ah oui, dans le quotidien du peuple, en fait, j'ai lu un article de l'époque en disant que les Africains respectent nos amitiés traditionnellement frères et sœurs, qui nous donnent des soutiens, qui nous, enfin, qui sont motivés de nous soutenir nos activités anti enfin, voilà, des pays occidentaux. C'est à En partir quelle année ça, euh, l'article? je vais trouver, je vais vous envoyer. Oui, volontiers, parce que l'année est importante. Je l'ai cité en fait dans ma thèse en fait quelque part. Je vais vous donner. Oui. En fait, à partir de cela, en fait, j'ai compris qu'en fait, l'Afrique joue un rôle très important, notamment au niveau de ses affaires des affaires internationales du gouvernement chinois, en fait. Et puis, en fait, il y a aussi une resserrement des relations sino-africaines. Enfin, il y a aussi un renforcement de l'envoi des instituts Confucius en Afrique par rapport aux autres continents. C'est l'importance de gérer des opinions publiques sur le continent africain. J'ai lu, en fait, il y a un rapport publié par He Wenping, en fait, euh, en 2015, en fait, ils ont déjà défini l'Afrique comme un terrain d'expérimentation
du soft power chinois. En fait, dans ce rapport-là, on pourrait bien comprendre, en fait, le gouvernement chinois a été fortement critiqué par les commentaires internationaux liés à son expansion économique en Afrique. Donc, du coup, le gouvernement chinois a réalisé que la nécessité de gérer sa relation, gérer son environnement d'opinion publique, en fait, sur le continent africain. C'est aussi une motivation pour le gouvernement chinois de renforcer sa construction du réseau de l'Institut Confucius en Afrique. Voilà. Et alors, et après, en fait, par rapport au dernier point que vous avez mentionné sur la comparaison entre l'Institut Confucius en Afrique, en Asie, bien sûr, ce n'est pas la même stratégie. Je n'ai pas beaucoup remarqué sur ce point-là, mais j'ai beaucoup constaté sur la présence des Instituts Confucius au Kenya et la présence des Instituts Confucius en France. C'est clairement pas la même chose parce qu'en fait, j'ai enquêté avec certains enseignants du Centre culturel de Paris qui m'ont dit en fait pour eux, l'objectif c'est juste pour faire circuler certains éléments culturels chinois pour attirer l'attention des publics français ou les publics qu'ils ont définis comme aimer la culture chinoise ou aimer la Chine, quoi. Mais au Kenya, en fait, l'objectif est clair. C'est pour localiser l'ensemble des programmes pédagogiques et l'ensemble des activités culturelles chinoises, en fait, dans la société kenyenne. Je vous montre un autre exemple, en fait, c'était déjà fait, mais à l'époque, en 2018, c'était en cours de négociation. C'est l'Institut Confucius de l'Université de Nairobi vise à intégrer le programme d'enseignement au niveau primaire et secondaire de la langue et de la civilisation chinoise, en fait, dans le système éducatif de Kenya. C'était en discussion, donc du coup, j'ai constaté il y a beaucoup d'échanges à huis clos entre des représentants de l'Institut Confucius de la présidence de l'Université de Nairobi et du ministère de l'Éducation kenyan à l'époque, afin d'intégrer le programme désigné, 100% désigné par le Hanban, par le gouvernement chinois. Donc, en fait, c'était déjà réussi à entrer, c'était à la fin de 2019, c'était déjà entré dans ce système éducatif. L'objectif, en fait, c'est pour le gouvernement chinois en Afrique, c'est pour créer une influence à long terme pour les jeunes publics, mais pas seulement pour les publics actuels, enfin, la génération actuelle, c'est pour la génération de futur, en fait. Cette tendance est très claire dans ma recherche. Et puis, en fait, on essaye aussi de faire plusieurs voyages. Enfin, on essaie d'organiser des camps d'été. C'est une tradition du Ramban. En fait, le Ramban finance chaque année à chaque institut Confucius 2 voyages pédagogiques en Chine. Un voyage destiné aux étudiants ordinaires kenyans, hein, les étudiants en licence, les étudiants, etc., pour leur permettre de voir à quel stade du développement chinois économiquement. Voilà. J'ai fait une observation aussi à Shanghai. En fait, ce voyage-là, c'était étonnant parce qu'en fait, au début, j'avais pensé que peut-être le gouvernement chinois va montrer certaines informations liées à son idéologie, etc. Mais en effet, ce n'était pas comme ça. Dans ce voyage-là, le Ramban vise à montrer aux étudiants étrangers, notamment les étudiants africains, l'ensemble des nouvelles technologies chinoises, le système du métro, le système de TGV chinois, et puis le quartier de Lujiazui, etc. C'est plutôt pour montrer le développement économique ou l'expansion économique de la Chine et les résultats du développement économique chinois après 40 ans de la réforme, etc.
Et puis, on essayait de montrer ça. Et puis, dans les discours, souvent prononcés par les tuteurs du camp d'été ou du camp d'hiver, on essayait de montrer que, voilà, en fait, les Chinois sont ouverts. On est ici pour vous aider. En fait, l'essence des informations, ce sont ça. Et puis, le deuxième voyage pédagogique sont destinés, ce qu'on a dit, aux hauts fonctionnaires locaux. Notamment en Afrique, notamment au Kenya, chaque année, on organise une fois de voyage pour les hauts fonctionnaires. Ce sont des dirigeants, des universitaires ou des fonctionnaires du ministre et des ministres kenyans, parce qu'en fait, l'Institut Confucius a créé plusieurs projets en commun avec des différents ministères kenyans pour offrir des formations linguistiques et culturelles, en fait. Donc, du coup, à partir de cette occasion, en fait, l'ambassade de Chine au Kenya et l'Institut Confucius de l'Université de Nairobi organisent ensemble un voyage, ce qu'on a dit Gaoduan Formentuan, c'est-à-dire le voyage de haut niveau, hein, pour leur permettre de rencontrer leur contrepartie chinois, pour leur permettre de voyager gratuitement, etc. Donc, du coup, en fait, je crois que cette influence, le gouvernement chinois a fait un investissement très, très, très précis, en fait, dans ses implantations, dans l'implantation des instituts Confucius en Afrique. Cette remarque a été confirmée par un haut fonctionnaire de Hanban. En fait, j'ai fait une enquête directive avec un haut fonctionnaire de Hanban qui était s'occuper du département de la communication de Hanban, en fait. Lui, il m'a confirmé que, en fait, la performance de l'investissement de l'Institut Confucius en Afrique était vraiment très rentable parce qu'ils ont des chiffres, mais je n'arrive pas à obtenir des chiffres. Mais j'ai son discours que, voilà, on aime bien les Africains parce que en fait, on a eu une très bonne performance par rapport à notre investissement aux États-Unis, etc. Voilà, c'est ça, ce point-là. Et dernière chose, en fait, tout avant de la fin de ma rédaction, en fait, on a déjà remarqué que l'Institut Confucius a changé son nom. On a déjà vu. En fait, c'était en été. Plus précisément, c'est le 4 juillet, si je ne me suis pas trompé. Donc, du coup, le gouvernement chinois a changé le nom du siège de l'Institut Confucius, ce qu'on a dit le Hanban, vers un nom plus neutre. Je ne le trouve plus. Attendez. En fait, c'était le centre du développement de l'enseignement chinois. Ah oui, Center for Language Education and Cooperation. Donc, du coup, en fait, à partir de ce jour-là, en fait, on n'appelle plus le siège de l'Institut Confucius Hanban, on l'appelle plutôt Center for Language Education and Cooperation. On le considère que c'est plutôt une réaction par rapport maintenant dans les pays occidentaux, le blocus de l'Institut Confucius et la fermeture de l'Institut Confucius dans les pays occidentaux, notamment aux États-Unis, en Europe. C'était d'ailleurs le 4 juillet. Oui, le 4 juillet. Oui, non, mais... J'ai le Hongtou-Wenjian, j'ai le document avec le rouge. Donc, du coup, en fait, on a trouvé, en fait, et puis j'ai eu dans ce document-là interne, ils ont dit, en fait, au sein du système de l'Institut Confucius, on va demander aux employés de ne plus appeler le siège de l'Institut Confucius comme le Hanban. Ils essayaient de diminuer la couleur politique du gouvernement chinois. Voilà. C'est la raison pour laquelle, pour le nouvelle labellisation de ce centre-là, il n'y a plus de Chine, il n'y a plus de Confucius, etc. Voilà. Merci. Alors, avant de passer la parole à Jean-Pierre Cavestan, je voulais demander à ceux qui veulent intervenir, parce qu'on doit pouvoir intervenir par, dirons-nous, par oral, c'est de me signaler leur souhait en m'envoyant un petit message. Je vois Francis Kern s'est mis aussi en ligne, donc je passe d'abord la parole à Jean-Pierre Cavestan et ensuite je passerai la parole à Francis Kern.
Merci Thierry. Merci Monsieur Zhao pour Non, cette c'est Monsieur Huang. présentation. Là, je suis à Hong Ah, Kong oui. bravo pour votre maîtrise du français, c'est vraiment impressionnant. Merci. Vous nous avez livré beaucoup d'informations sur les instituts Confucius, sur celui de Nairobi. Personnellement, j'en ai visité un certain nombre en Afrique également. Il y a deux choses que vous n'avez pas tellement indiquées. Vous l'avez indiqué dans une réponse à une question. Ouais. C'est en fait les bourses qu'offrent les instituts Confucius aux étudiants africains qui apprennent le chinois, Oui. qui est un moyen évidemment d'influence évident parmi disons, les élites ou les personnes éduquées, en tout cas dans les pays africains. Mais c'est quand même. Alors, ça appelle une question, ces bourses, ça appelle la question de savoir si beaucoup d'étudiants, si ces instituts Confucius ont augmenté vraiment de manière significative le nombre d'étudiants africains qui apprennent le chinois, parce que c'est quand même, ça reste une langue difficile, c'est quand même une langue qui est moins utile en Afrique que le français ou l'anglais. Et donc, ça pose la question de l'impact de ces instituts sur le plan uniquement linguistique. Et la deuxième observation que j'ai faite en visitant ces instituts, j'ai rencontré pas mal de directeurs, mais aussi pas mal d'enseignants qui sont des jeunes, hein, je ne sais pas si vous en avez à Nairobi, mais j'en ai vu un peu partout, des jeunes qui sont des volontaires en fait, des jeunes qui sont payés $1000 par mois. Ouais. Et qui passent comme ça leur fait une expérience d'1 an, 2 ans ou 3 ans en Afrique, à l'étranger, c'est bon pour le CV. Mais aussi, c'est des jeunes qui sont très indépendants d'esprit. Moi, j'ai rencontré des filles qui se demandaient si elles n'allaient pas rester en Afrique après, enfin, qui avaient un parcours. Disons, ces jeunes ne me donnaient pas l'impression d'être des membres du parti prêts à appliquer la ligne idéologique de Xi Jinping aux quatre coins du monde, quoi. Évidemment, ils enseignaient la langue, mais enfin, ils avaient l'air d'être assez indépendants. Ce qu'ils voulaient voir, ils voulaient voir un peu le monde extérieur. Et puis surtout, ils étaient très autonomes eux-mêmes. Donc ça, c'est les deux remarques que je voulais faire. Les questions que vous n'avez pas tellement abordées, c'est outre l'enseignement de la langue, enfin l'impact de l'enseignement de la langue, c'est l'influence. Est-ce que vous avez l'impression que ces instituts sont bien perçus par les Africains, par les Kenyans? Parce que je sais qu'au Kenya, il y a pas mal de controverses liées au projet de chemin de fer, à d'autres projets chinois. La société kenyane, c'est une société pluraliste, hein, vous le savez, avec des gens qui aiment bien débattre, qui aiment bien critiquer Kenyatta, le gouvernement. Enfin, bon. Donc il y a plein d'opinions, hein, y compris et notamment des opinions critiques sur la Chine. Donc, quel est l'impact de ces instituts Confucius? Et puis la deuxième question, c'est concernant ce que vous disiez sur le côté plus politique, ou tout au moins plus anti-occidental, hein, du message envoyé aux Africains. Oui, parfois, c'est un message qui est probablement bien reçu, mais pas forcément. Ce qui m'avait frappé, j'étais voir celui de l'Institut Confucius de Bujumbura au Burundi. Et le lendemain de mon passage, ils avaient projeté le film Jalan R, World Warrior 2, Ouais. qui est un film de guerre, une espèce de Rambo chinois, mais qui est un film très anti-occidental, hein. Alors, j'ai pas pu voir comment les Burundais ont réagi, mais enfin, manifestement, au programme de l'Institut Confucius, à côté de films qui étaient des films assez légers, hein, ou, disons, entertaining, enfin des films plutôt sans message politique, c'était un film quand même qui était très idéologique et qui contribuait à projeter cette image d'une Chine qui ne se laisse plus marcher sur les pieds, qui affirme sa puissance et qui est dans l'ensemble assez anti-occidental. Alors, voilà, c'est ça. Est-ce que c'est des questions qui font débat au Kenya ou dans les pays où vous avez pu aller? Est-ce qu'il y a donc une réaction politique des Kenyans ou des Africains à ce message qui est parfois peut-être un petit peu, un peu lourd, hein, un peu, en tout cas offensif de la Chine et surtout très anti-occidental, en particulier en Afrique? Voilà mes questions. Okay. Merci, Monsieur Cabestan. En fait, pour vos remarques et vos questions sont vraiment intéressantes. En fait, il y a une partie que je n'ai pas présentée, je n'ai pas pu présenter dans cette présentation, c'est la partie du micro. En fait, ce que vous avez posé, les deux remarques sont intégrées dans mon partie du micro. Alors, première remarque, la bourse. Pour les instituts Confucius d'autres
des autres continents, en fait, maintenant, le rabbin a déjà serré la main pour sélectionner des étudiants boursiers. Mais l'Afrique, c'est un continent très exceptionnel. Dans ma recherche, en fait, ce que j'ai étudié dans mes enquêtes à l'université de Nairobi, en fait, souvent, le gouvernement chinois s'engage à donner les, le plus de bourses possible aux ses étudiants, aux étudiants africains. Parce qu'en fait, on essayait de considérer que les pays africains sont dans les pays du liste du tiers-monde. Donc, du coup, en fait, le gouvernement essayait d'utiliser plusieurs subventions pour financer des étudiants. Un autre exemple, en fait, cette bourse-là, ce que j'ai enquêté, en fait, pour le promo de 2016 et 2017, il y avait quarantaine d'étudiants de l'Institut Confucius de Nairobi pour candidater la bourse gouvernementale de Pékin et le taux de réussite était 100%. Donc, du coup, en fait, ce record est aussi remobilisé par les enseignants de l'Institut Confucius en tant qu'un autre storytelling du rêve chinois aux étudiants africains, aux autres promos. C'est la première question de la bourse. Deuxième question sur les volontaires. C'est intéressant. Bien sûr, en fait, la majorité des emplois des enseignants de l'Institut Confucius sont des volontaires. Ils ont un contrat de CDD de 1 an à 3 ans pour valoriser leur CV et puis ils bénéficient $100 par mois, $120, $100, $1 200 par mois avec certains financements, certaines allocations de logement, etc. du gouvernement chinois. Mais oui, ils ont des libertés d'esprit. Même dans mes enquêtes avec des jeunes, c'est vraiment intéressant pour savoir leurs pensées. Mais avant de leur envoyer, avant de les envoyer à l'étranger, le gouvernement chinois organise une formation centralisée d'un mois à 3 mois au maximum. Mais normalement, maintenant, c'est 45 jours selon ma connaissance, en fait. Les étudiants sont 100% financés dans une base de l'Institut Confucius, dans une université publique chinoise pour faire les formations. Et puis, dans cette formation-là, il y a UE en ce qui concerne la communication internationale. Les enseignants essayaient de donner certaines règles basiques fondamentales, c'est-à-dire ne touche pas la ligne rouge de la politique, etc. C'est quand même un enseignement, ce qu'on a dit idéologique. Et après, en fait, dans l'Institut Confucius, il effectuait notre tradition chinoise liée au centralisme démocratique dans la gestion de l'Institut Confucius. C'est-à-dire quoi? À l'arrivée des enseignants, des volontaires, ils sont invités à signer un contrat en disant qu'il doit respecter l'ensemble des lignes politiques et règles institutionnelles de l'Institut Confucius. Je vous montre un exemple. Ne parlez pas des sujets sensibles, ne participe pas, par exemple, au Kenya, l'Institut Confucius de Nairobi demande aux ses employés chinois de ne pas aller à l'église, ne pas inviter des étudiants au resto, etc. pour la question de sécurité, etc. Mais il y a quand même une auto-censure, un mécanisme d'auto-censure lancé dans l'Institut Confucius. Et puis pour certaines questions très sensibles, la direction de l'Institut Confucius a déjà préparé des discours, préparé des récits subtils pour essayer de transmettre des informations politiques. Par exemple, les gens ont dit le gouvernement chinois n'ont pas de croyances. Donc, du coup, en fait, il y a une réponse déjà préparée par la direction. Genre, par exemple, on n'a pas de croyances, mais on a quand même les rois comme le Guanyin, etc., où on a pris les doctrines de Confucius comme Ren Zhi Chu, Xing Ben Shan, etc. C'est notre culture, c'est notre valeur, etc. Donc, du coup, il y a des questions, il y a des réponses déjà préparées. Donc, du coup, en fait, même si les volontaires sont quasiment ouverts d'esprit, mais ils doivent rentrer dans la case.
sur certaines questions idéologiques. Par exemple, Taïwan, la question de Taïwan, les enseignants m'ont dit directement Taïwan appartient à la Chine. Voilà, sans aucune excuse, etc. Voilà, ça c'est vraiment important. Et puis pour les impacts, en fait, pour moi, premièrement, je vais répondre à votre dernière question par rapport aux questions politiques, etc. À l'Institut Confucius de l'Université de Nairobi, ils font très attention par rapport à ce genre de sujet. Ils n'ont pas choisi ce genre de film assez sensible, hein, assez critique, mais ils ont dû utiliser une stratégie assez douce, mais attractive. Par exemple, ils essayaient de montrer certains documentaires aux étudiants kenyans. Par exemple, il y a un documentaire sur des différentes nouvelles technologies développées en Chine, genre le TGV, genre voilà. Et essayer d'utiliser cette façon pour conceptualiser leur idée que la Chine est ici pour vous aider. On essaie de vous aider, on laisse des technologies pour vous, on vous entraîne pour maîtriser des nouvelles technologies, des standards chinois, etc. Voilà. Donc, du coup, pour les impacts, oui, bien sûr, il y a beaucoup de manifestations au Kenya chaque année. Même à l'université de Nairobi, il y a toujours des grèves, des manifestations. Mais, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'Institut Confucius effectue sa propre façon de gestion organisationnelle. Ils ont déjà demandé par l'ambassade locale de ne pas participer à l'ensemble des affaires politiques, locales, etc. Donc, du coup, en fait, oui, bien sûr, il y a des impacts sur ça, mais en fait, j'ai pas beaucoup remarqué au côté au côté de l'Institut Confucius, hein. Il a des trucs négatifs. Et Non, tout en plus, comment les Africains perçoivent l'Institut Confucius? C'est ça, c'est alors, plutôt le côté africain. c'est intéressant parce qu'en fait, j'ai fait une petite enquête quantitative avec les étudiants qui passaient la formation en mars et avril en 2018. En fait, j'ai quasiment centaines d'enquêtes récupérées, 154. Et puis, en fait, j'ai fait une analyse à Nova en fait, sur deux questions. Premièrement, sur les questions si les étudiants ont déjà participé à un ou plusieurs éléments organisés par l'Institut Confucius. Et puis, est-ce que les étudiants qui ont cette expérience ont une perception favorable par rapport à la présence chinoise en Afrique? J'ai eu une valeur significativement élevée. C'est-à-dire, les étudiants qui ont déjà participé aux activités organisées par l'Institut Confucius, qui ont généralement une perception positive par rapport à la présence chinoise en Afrique. Mais il y a quand même une grande limitation de cette enquête parce qu'en fait, j'ai fait juste des enquêtes au sein d'un institut Confucius et au sein d'un groupe d'étudiants qui ont passé la formation en mars et avril. Ce n'est pas une observation à long terme. Mais ce qu'on pourrait dire, en fait, l'Institut Confucius a mené son influence quand même positive pour le gouvernement chinois de créer son image nationale ou sa réputation à locale. Voilà. Merci bien. Oui, je vais passer peut-être la parole à Francis maintenant. Oui. Oui, tu mets le son, Francis? Vous m'entendez? Oui, on t'entend, oui. Oui, merci encore pour la clarté de cet exposé. Et tous mes voeux d'abord à vous tous, à tous les participants, à Thierry. Merci. Je voulais revenir sur un point que je trouve, enfin c'est un point qu'on a discuté longuement dans la conférence des présidents d'université au niveau des vice-présidents relations internationales, sur lequel vous avez, je pense, pas beaucoup insisté, c'est quand même le fait que la présence d'Institut Confucius, centre culturel au départ, sur les campus universitaires, il y a une dimension d'imposture, dans la mesure où ce ne sont pas des instituts ni académiques, ni universitaires, ni des laboratoires de recherche scientifique. Et que donc il y a déjà eu ce problème qu'on a eu même en France, où certaines universités avaient accepté la présence des instituts Confucius sur les campus, mais que là-dessus, on a mis le holà. Alors pour nous, à Strasbourg, c'était d'autant plus simple parce qu'on a un département d'études chinoises
qui fait un travail, y compris sur le domaine des études linguistiques, bien entendu, mais aussi civilisationnelles, et qui a une dimension académique. Donc, la séparation, la distinction peut se faire. Alors, il est clair que en Afrique, je pense, vous l'avez dit d'ailleurs plusieurs fois dans votre exposé, vous parlez de l'Institut Confucius de l'Université de Nairobi. Et ça, c'est effectivement un traitement tout à fait à part que, comme l'a souligné avant Thierry Perrault, ce n'est pas le cas des instituts Goethe, Cervantes ou des instituts français qui sont des centres culturels. Et ça permettrait déjà une bien meilleure clarification des choses si on allait, ou si les étudiants ou les scolaires allaient dans les instituts Confucius dans les villes, dans les différentes capitales, parce que ce serait une démarche culturelle. Ils iraient au centre culturel chinois et non pas d'une impression de faire des études universitaires ou d'être pris dans des cursus universitaires en participant aux activités des instituts Confucius sur les campus. Et la deuxième remarque, ça rejoint un peu celle de Jean-Pierre sur le Cabestan, c'est effectivement, et vous l'avez souligné, je pense, c'est que moi, l'impression que j'ai dans les voyages, enfin dans la perception qu'on peut avoir, que ce soit dans le milieu universitaire ou plus généralement dans la rue, je pense au Cameroun ou en Afrique de l'Ouest, dans certains pays, c'est à la fois l'attractivité du modèle de développement chinois, sa réussite, son efficacité, et vous l'avez dit vous-même, développement commun de la Chine et de l'Afrique. Donc là-dessus, les Chinois peuvent jouer très, très intelligemment et il n'y a pas l'héritage colonial effectivement des Européens à porter, même si aujourd'hui on a eu assez des séminaires là-dessus, les choses ont bien changé, mais on peut toujours mettre en avant ceci. Mais en même temps, cette attractivité peut-être dans les milieux plus scolarisés, mais pour les Africains de la rue, il y a aussi le fait de cette présence, de cette mainmise ou de cette, oui, combien de boutiques ou de commerces chinois se sont ouverts et ont ruiné aussi une partie des commerces africains présents. Donc voilà, c'est attraction, répulsion au niveau de la perception. C'est votre deuxième, je dirais, votre deuxième question de ma part. Merci. Alors, premièrement, il s'agit en fait, au niveau de la création de l'Institut Confucius, il y a 3 modalités proposées par le gouvernement chinois. Soit l'Institut Confucius est 100% financé par le gouvernement chinois, comme le Centre culturel de Paris. En fait, c'était financé 100% par le gouvernement chinois. Soit l'Institut Confucius devrait suivre une logique de co-entreprise entre 2 universités, entre l'université chinoise et l'université étrangère. Et la troisième modalité, c'était soit une institution étrangère finance 100% hein, un institut Confucius. Quand même, ce troisième cas est très, très, très rare. Je ne l'ai pas trouvé en ce moment. Mais le deuxième cas, c'est comme un cas très, très, très typique, en fait, pour le développement du gouvernement, de l'Institut Confucius. Je trouve que ce n'est pas forcément un hasard. C'est un modèle économique chinois comme toutes les entreprises, quand les entreprises étrangères qui veulent établir une filière en Chine, il faut avoir un investisseur local pour assurer certaines gestions quotidiennes, etc. Et puis, si on regarde l'établissement de l'Alliance française de Pékin ou en Chine, en fait, c'est aussi suivre cette logique de co-entreprise. Je crois que cette modalité était inspirée de cette forme un peu politico-économique hein, pour établir de l'Institut Confucius. Le problème du développement de l'Institut Confucius, en fait, dans mes enquêtes avec le haut fonctionnaire de Hanban, en fait, l'objectif, c'est pour montrer une image académique et neutre du développement de l'Institut Confucius. Parce qu'en fait, ce haut fonctionnaire m'a dit, en fait, la stratégie générale de Hanban, c'est pour montrer, pour valoriser les études chinoises partout dans le monde afin de afin de diffuser les travaux scientifiques liés au développement de la Chine. Bien sûr, sous-entendu, ce sont des travaux favorables hein, pour le gouvernement chinois. Et puis, en fait, l'objectif, c'est aussi pour créer, pour faire des amis de la Chine, en fait,
pour enrôler ou pour recruter des ambassadeurs académiques étrangers de la Chine, en fait, à travers l'Institut Confucius. Mais la grande problématique du développement de l'Institut Confucius partout dans le monde, c'est l'Institut Confucius effectuer sa propre façon de gestion quotidienne. Par exemple, l'exemple le plus clair, plus explicite, c'est à l'Institut Confucius de Nairobi. En fait, même si on essaie de suivre une logique de co-entreprise, il y a un directeur chinois et un co-directeur, un directeur adjoint kenyan. C'est souvent un vice-président de l'université de Nairobi, mais c'est juste un prête-nom. C'est-à-dire, en fait, l'ensemble de la gestion quotidienne était vraiment dominé par la partie chinoise, le directeur chinois et le Ramban, ainsi que son université référente chinoise. Donc, du coup, en fait, dans ce cadre-là, on essayait de censurer, on effectuait une autocensure au sein de l'Institut Confucius, ce qui peut être menacer la liberté académique de l'université étrangère. Voilà, ça c'est le point. Et puis par rapport à l'attractivité, en fait, est-ce que vous pouvez me rappeler votre deuxième question? Je suis désolé. Non, c'était plus une remarque, c'était de dire qu'il est évident que l'attractivité du modèle de développement chinois, son efficacité et sa réussite, vous l'avez beaucoup soulevé. Oui. Et avec Jean-Pierre Cabestan, on disait aussi que à l'inverse, il y a aussi le fait que dans la rue, c'est souvent mal perçu cette présence chinoise, surtout dans le domaine du commerce et autres. C'est qu'il y a aussi parfois une sorte de… Donc, pour ça, je disais attraction et répulsion en même temps. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Bon, c'est un peu vague, mais… Oui, d'accord. Je crois que, grosso modo, hein, les stratégies du développement des instituts Confucius ou de la diplomatie publique en plus générale de la Chine en Afrique visent à essayer de persuader les publics ordinaires, mais son objectif, il y a quand même un cible très précis. C'est plutôt pour les niveaux élites, les niveaux des hauts fonctionnaires, etc. Par exemple, dans mon enquête avec la directrice de l'Institut Confucius de Nairobi, ils ont en train de créer un réseau d'alumni. J'ai posé une question tout bête à elle. En fait, est-ce que vous allez inclure l'ensemble des anciens étudiants? Elle m'a dit non, pas du tout. On a on dit 优秀毕业生, c'est-à-dire des étudiants très oui, élite. C'est-à-dire, en fait, on essayait d'inclure plutôt les étudiants les anciens étudiants de l'Institut Confucius qui ont déjà pris certaines positions, je ne sais pas, dans certains secteurs, qui ont déjà certaines influences, afin de leur mobiliser, de reconstruire de reformuler notre stratégie d'influence, etc. Donc, du coup, même si, grosso modo, l'Institut Confucius a ouvert pour tous, on essayait d'influencer le maximum de public possible, mais il y a quand même une fourchette ou une fourchette d'influence ou quand même certains groupes de privilégiés pour faire l'influence, en fait. Voilà. Merci. Avant de passer la parole à Catherine Coulon, je voulais faire une remarque. Vous avez insisté sur le fait que ces déplacements ou que les images, c'était pour montrer que la Chine voulait aider. Je pense que ce n'est pas tout à fait ça. Hein. L'aide peut être une conséquence. C'est beaucoup plus un autre aspect, c'est la Chine veut montrer qu'elle est un modèle. Et c'est un modèle qui a réussi, et en fait, elle a réussi, veut-elle nous dire, totalement indépendamment d'un appui venant d'ailleurs, de soutien venant d'ailleurs. Et ça se marie avec ce slogan, pas ce slogan, mais cette idée qui est apparue à un moment donné, mais sur laquelle maintenant on a mis un peu la pédale douce. Ce sont les 4 nouvelles inventions chinoises, dans lesquelles il y a le TGV, la bicyclette en libre service, la vente en ligne et le paiement mobile. Hein. Donc, ça, en fait, c'est la volonté de montrer qu'il y a un modèle
hors de l'Occident. Et je crois que ce message-là est un message qui est beaucoup plus important que le fait que la Chine puisse aider à mettre en place ce modèle. Oui. Parce qu'à ce moment-là, aider ne signifie pas que la Chine va apporter une façon de penser, une façon de travailler. Elle va simplement, par exemple, ça peut être de l'argent, ça peut être des apports en technique. Là, c'est beaucoup plus que ça. C'est un apport qui est fondamentalement politique, idéologique, et c'est très réellement ce que vous voyez. Nous avons construit un TGV, nous avons construit un métro électromagnétique. Hein, il n'y a pas ça ailleurs. On n'a pas fait ce qui a été fait en Chine n'est pas fait ailleurs. C'est parce que nous avons pris un modèle autre que le modèle occidental que nous sommes arrivés. Ce message, même s'il n'est pas toujours directement perceptible immédiatement, je pense qu'il est très certainement l'élément beaucoup plus important que l'aide en tant que telle. Car si les pays africains acceptent ce message, alors qu'ils aient recours ou non à l'aide, ce qui se mettra en œuvre, ça sera effectivement quelque chose qui dépassera même la lutte anticoloniale. On se placera dans un autre univers. Qui sera la post-occidentalisation, le post-occidentalisme, je ne sais pas comment on appellera ça, mais on sera très réellement dans un autre univers total. Et je pense que c'est là très réellement le message qui passe. Et c'est pour ça que je reviens encore à ce que je disais tout à l'heure. Moi, j'ai toujours pensé que l'Afrique était un objectif plus politique qu'économique, et que vous avez confirmé en disant que cet article de Rowemping, qui pour ceux qui ne la connaîtraient pas est une chercheuse assez éminente de l'Académie des sciences sociales, à cet article de Rowemping qui insistait sur le fait que cet intérêt d'expérimentation, et effectivement, moi je disais toujours que la Chine apprenait l'altérité en allant en Afrique, mais en même temps elle apprend aussi une autre altérité aux pays africains. Et je crois que l'élément fondamental de la présence chinoise, c'est bien cette rencontre cet apprentissage d'altérité, car il importe à la Chine que les pays africains apprennent une altérité autre que l'altérité occidentale. Donc, l'aspect politique est, à mon sens, éminemment l'élément le plus important. Bon, alors, ceci dit, j'ai trop parlé. Catherine Coulon, tu voulais dire quelque chose? Je te passe la parole. Hein? Tu actives ton son? Tiens, c'est bizarre. Ah, voilà. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour cet exposé, très intéressant, et surtout pour votre maîtrise du français, c'est impressionnant. Alors, moi, ce qui m'intéresserait, vous dites que l'Afrique est importante dans les relations internationales de Pékin, et Thierry relève l'importance politique autant que l'importance économique de ce continent. Vous relevez un accroissement des instituts Confucius en Afrique par rapport aux autres continents. Or, les chiffres que vous avez donnés là, de 61 instituts Confucius et 44 classes semblent faibles par rapport au nombre total des instituts Confucius dans le monde. Parce que moi, j'ai comme chiffre d'après Nachidil Rouahi, qui est docteur en géographie au CNRS à l'université de Paris 4, la Sorbonne. Elle a écrit un article très intéressant sur le soft power chinois. Et elle écrit que les instituts Confucius sont présents dans 142 pays à travers le monde, pour un total de 516 instituts Confucius et 1076 classes Confucius. Or, vous donnez pour le continent africain, si j'ai bien noté, 30, non, vous avez dit... 61. Oui, c'est ça, 61. 61 instituts Confucius, ça ne fait pas beaucoup pour le continent africain. Non, parce que on est... combien de pays en fait? C'est 61 dans 54. Oui. Afrique. 46 pays en fait. Maintenant, c'était en 46 pays en Afrique en fait. En fait, on ne peut pas comparer de cette manière-là parce qu'en fait, par exemple, on ne peut pas comparer par continent. Je trouve pas ça, ce n'est pas forcément très scientifique. Par exemple, aux États-Unis, le gouvernement chinois a créé 65 instituts Confucius
et 13 Confucius classes. Donc, du coup, on ne peut pas comparer de cette manière parce qu'en fait, ça dépend aussi le niveau du développement économique de chaque pays sur chaque continent. Voilà. Oui, mais on n'est pas loin entre. C'est étonnant, 61 en Afrique et 65 aux États-Unis. Et vous me dites que ça dépend du niveau de développement. Là, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Pourquoi? Bien, parce que c'est pas adapté par rapport au nombre, à la population, si vous voulez. Et le niveau de développement aux États-Unis est supérieur normalement au niveau de développement africain, alors qu'on a le même nombre d'instituts Confucius. Alors, premièrement, le développement des instituts Confucius en Afrique est politique orienté. Orienté. C'est-à-dire, en fait, souvent, ça correspond à la présence au plan politique du gouvernement chinois dans les pays africains. C'est-à-dire, en fait, quasiment, en fait, tous les... on est 46 pays africains qui ont établi, qui ont fondé au minimum un institut Confucius. Hein. Donc, du coup, je trouve que ça, c'est déjà énorme. Et après, il faut regarder le premier institut Confucius hors Asie et fondé en Afrique. Il faut regarder aussi à ça. Ça, c'est aussi important. C'est aussi pour moi, c'est aussi un signe important. Voilà. Et après, je trouve que sur d'autres façons, la modalité de création de l'Institut Confucius, on ne savait jamais, comme c'est pas clair, indiqué sur le site ou dans les documents officiels. Mais on peut quand même imaginer, en fait, en Afrique, quasiment tous les pays qui ont une relation partenariale avec le gouvernement chinois, qui ont essayé de créer un Institut Confucius. Voilà. Et après, voilà. Je ne sais pas comment répondre à votre question parce qu'en fait, pour moi, ça ne pose pas de problème. Voilà. Moi, je trouve que le nombre est relativement faible compte tenu de l'importance politique des pays africains à l'ONU, etc. Donc, compte tenu de l'importance des pays africains pour la Chine, je trouve que ça fait, oui. Et puis comparé au nombre d'instituts Confucius aux États-Unis. Ouais. Ça dépend aussi du nombre d'universités, puisque ce sont des mariages avec des universités. Mais oui, Francis Kahn voulait apporter une réponse, je crois. Oui, justement, moi je pense que c'est l'exposé de M. Wang qui nous l'explique, c'est que dans les pays africains, on fait un institut en gros par pays. Et à partir de là, on crée un système de maillage ou de réseau, comme il nous l'a très bien montré, alors que les instituts Confucius, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, ont une dimension beaucoup plus culturelle et donc peuvent se démultiplier. Ils n'ont peut-être pas le même rôle. Et c'est ce qui peut expliquer que le nombre va être différent parce qu'en fait, la nature des instituts est différente. Et ça rejoint ce que disait Thierry avant, c'est que c'est la dimension politique qui prime dans l'implantation en Afrique, alors que c'est peut-être la dimension beaucoup plus culturelle qui prime en Occident. Oui. De plus, si je peux me permettre d'ajouter quelque chose, je pense que en fait, ce que ça montre, c'est qu'au départ, la Chine avait donné la priorité aux pays développés en investissant beaucoup aux États-Unis. Bon, là, ils ont évidemment eu des déconvenues, puisque beaucoup d'universités américaines ont fermé les instituts Confucius, mais la priorité, c'est d'abord les pays développés, avant les pays en développement, en nombre d'instituts créés et personnel déployé. Hein. Donc, je pense que l'objectif était aussi politique au départ, hein, aux États-Unis, dans les pays développés. Mais là, en termes de soft power, je pense que la Chine a échoué. Et donc, c'est reconcentré sur les pays en développement. C'est ma lecture de l'évolution. De plus, on pourrait bien comprendre, en fait, le gouvernement chinois vise à créer un nouvel ordre mondial, en fait, propre à la Chine. Comment faire ça, en fait, je crois que pour le gouvernement de Xi Jinping, en fait, comme M. Perrault a déjà mentionné, hein, en fait, l'Afrique, c'est un lieu très politiquement important pour le gouvernement chinois pour exporter son modèle de développement et son modèle de, comment dire, son modèle de développement, le modèle, non pas seulement ce qu'on a dit, le modèle de coopération internationale, genre
consensus de Pékin, mais aussi le modèle du développement de la Chine en termes économiques et technologiques. Parce qu'en fait, dans les récits que j'ai beaucoup entendu parler dans les instituts Confucius, c'est la Chine peut aider, c'est le premier point. Deuxième point, la Chine veut vous enseigner nos technologies. Et puis, troisième point, c'est il y a 40 ans, la Chine, le développement ou la ville chinoise sont développées comme Nairobi, voilà, on n'était pas développé. Mais pendant 40 ans, on a bien encouragé, on a bien motivé, on a créé une nouvelle, voilà, une nouvelle ville et une nouvelle vie pour tout le monde. Donc, du coup, ici, la Chine est là comment dire, pour les bienfaits. Voilà. Et je viens juste de penser à une chose. Il y a un économiste chinois qui s'appelle Lin Yifu, qu'on trouve dans beaucoup de pays africains. Chaque fois qu'il commence un article, c'est effectivement pour rappeler que la Chine était dans un état misérable quand ils ont commencé à lancer la stratégie de développement, et que lui, comme le domaine sur lequel il intervient, c'est la constitution de zones économiques spéciales, et automatiquement, il conduit à montrer comment les zones économiques spéciales ont aidé la Chine à sortir du marasme dans lequel il était. Et donc, de ce fait, c'est bien ce modèle de pensée, cette façon d'organiser l'économie, la vie et la politique, qui découle d'un cheminement qui est tracé, répété de différentes façons. Là, j'ai pris volontairement un exemple d'économiste, même si j'insiste pour dire que l'aspect est d'abord politique, mais on le retrouve dans tous les types de discours. Et Lin Yifu, ce n'est pas le personnage emblématique du régime, c'est un personnage qui est relativement fragile. Donc, c'est quand même vraiment intéressant de voir que tous les discours se marient pour aller dans la même direction. On prépare ce que j'appelais le post-occidentalisme ou la post-occidentalisation tout à l'heure, et que c'est ça qu'on est en train d'essayer d'expérimenter à travers les relations entre la Chine et l'Afrique. Bon, là, on est arrivé au bout des 2 heures et je voudrais vraiment très sincèrement remercier notre intervenant qui s'appelle Huang de son nom de famille parce que j'ai entendu parfois Zhao étant son prénom chinois. Et d'ailleurs, pour un certain nombre d'occidentaux illettrés que certains d'entre nous pouvons être, il s'est fait appeler aussi Alexandre Huang. Bon, donc, de ce point de vue, maintenant, je pense qu'il sera parfaitement identifié. Je voulais vous signaler qu'on m'a demandé si on pouvait prendre connaissance de votre thèse. Je ne sais pas si elle est encore dans le domaine public, à moins que vous prépariez une publication spécifique. C'était en cours de validation par mon université pour la dernière mise en ligne. Et puis, en fait, je suis en train de négocier pour la publication en anglais dans une série éditée par nos collègues en diplomatie publique. Donc, du coup, c'était en cours de négociation. Mais en tout cas, vous pouvez consulter ma thèse, je crois, d'ici un mois sur thèse.fr. Mais à part, en fait, j'ai déjà certaines publications quelque part sur le sujet de ma thèse. En fait, il y a un article Open Access dans la revue Communiqué pour analyser au micro-niveau comment les enseignants sont enrôlés pour communiquer avec les étudiants. Je pourrais vous envoyer, Monsieur Perrault. Oui, volontiers, très volontiers. Ouais. Je mettrai tout ça en ligne. Oui. Il y a aussi un autre article qui vient d'être paru dans un ouvrage collectif. Je vous montre. Je viens recevoir ça. Public Diplomacy and the Politics of Uncertainty. Il y a un chapitre qui traite par une approche interpersonal, en communication interpersonnelle pour analyser aussi comment le gouvernement chinois. C'est un grand résumé en anglais de ma thèse, mais comme il y a un problème de droit d'auteur, j'ai un premier brouillon sur mon HAL. Vous pouvez consulter aussi, c'était en anglais. Voilà. Parfait. Parfait. Ben, écoutez, je vous remercie beaucoup, très sincèrement, pour tout votre exposé. Et je crois que si on était en public, on pourrait vous applaudir bruyamment, mais moi, je le fais parce que mon micro est branché. Et j'espère qu'on aura l'occasion de vous revoir bientôt. Au revoir. Merci beaucoup et merci à tous ceux qui
qui ont participé. Et de nouveau, bonne année à tous. Dans 15 jours, nous avons une autre séance. Toutes mes séances sont prévues jusqu'au 3 mars, mais je n'ai pas réussi à meubler celle du 20 janvier. Alors, si vous avez des idées lumineuses, hein, je suis preneur. Éventuellement, je peux m'adresser aussi à Jean-Pierre Cabestan qui est là, parce qu'il voit que d'ici Hong Kong, ça ne pose pas de problème d'intervenir. Non, il répond. Hein? Vous auriez quelque chose, Thierry, tu aurais quelque chose sur le Greater Bay Area? Non, a priori, j'ai personne qui. Mais si vous avez propositions, vous me les faites, vous avez mon adresse email, et puis je vois ce que je peux faire. D'accord. Bon, voilà. Bien, écoutez, je vous remercie. Je vais commencer par interrompre